Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Trois thématiques ce soir à retenir en cette fin de semaine et que nous allons débattre sur le plateau de questions d'actu. D'abord, le cessez-le-feu à Gaza. Après la joie, le doute, l'entité sioniste veut faire capoter l'accord du Qatar. Le Premier ministre sioniste, criminel de guerre, veut, comme en mai dernier, jouer la montre et accuse le Hamas d'avoir renié certaines clauses de l'arrangement. L'armée d'occupation bombarde de son côté hystériquement depuis hier la petite bande dévastée et massacre des dizaines de civils avant l'entrée en vigueur de la trêve prévue dimanche prochain. Et en parlant d'hystérie en France, la cabale médiatico-politique dirigée par l'extrême droite fasciste ne retombe pas. Elle vient se greffer à un climat politique déjà délétère, notamment à l'Assemblée nationale où les élus du groupe parlementaire de gauche, LFI, la France insoumise, évoquent une logique de revanche sur l'Algérie et un vocabulaire guerrier totalement inacceptable. Enfin, la révision prochaine de l'accord d'association Algérie-Union européenne. Alger entend redéfinir le terme de ce partenariat avec l'UE pour corriger ces déséquilibres hérités des précédentes négociations et en faire un levier de développement économique et de souveraineté stratégique. Pour en parler ce soir, nos invités sur le plateau. D'abord, Zine Cherfaoui, journaliste consultant à IFRI AFM. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Mahfoud Kaoubi, analyste économique et financier. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Mohamed Saïd Benazouz, politologue, spécialiste des questions sécuritaires. Merci à vous également d'être parmi nous. Et puis en direct avec nous depuis Paris, Gamal Abina, journaliste spécialiste des questions internationales. Merci Gamal Abina d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, je le disais, le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou prévient qu'une crise de dernière minute avec le Hamas bloquerait l'approbation, Zine Cherfaoui, donc par l'entité sioniste de l'accord très attendu visant l'arrêt du génocide à Gaza et à libérer les otages des deux côtés. De plus, l'armée génocidaire a bombardé toute la nuit et aujourd'hui plusieurs localités de Gaza, faisant près d'une centaine de morts. Alors, est-ce que ce cessez-le-feu est déjà compromis, selon vous? Bon, à mon avis, il n'est pas compromis puisque les deux belligérants... mais avant de répondre à votre question, je ressens beaucoup de soulagement à l'annonce de cet accord de cessez-le-feu. Le massacre a assez duré. Le massacre a assez duré parce que le massacre, le génocide contre le peuple palestinien, en particulier les habitants de Gaza, dure depuis 15 mois. Et en 15 mois, c'est près de 50 000 morts. 10 000 disparus. Selon une revue britannique de Lancet qui a publié cette semaine une enquête, le nombre de morts serait bien plus important. On avoisinerait les 100 000 morts. Donc c'est un bilan effarant. C'est un bilan... probablement c'est le premier génocide du XXIe siècle. Ouais. Je dis probablement, j'en suis pratiquement sûr. Et donc... heureusement qu'il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui ont décidé de poursuivre Israël et Benjamin Netanyahou et ses sbires pour génocide et pour crimes de guerre. La CPI aussi est à l'œuvre puisqu'elle a délivré des mandats d'arrêt contre les principaux bourreaux des... C'est une première contre les dirigeants de l'entité sioniste. Absolument, absolument. Et Gaza, qui est une petite enclave, c'est près de 67% des bâtiments détruits, c'est 60% des terres qui sont non cultivables. Parmi les victimes, on dénombre beaucoup plus des femmes et des enfants. Aujourd'hui, Netanyahou est un tueur d'enfants, est un tueur de femmes. Alors, est-ce que cette trêve est déjà compromise selon vous? Alors, cette trêve fait face à deux écueils. Alors, la trêve qui doit être mise en œuvre à partir du 19 janvier. Pour qu'elle soit mise en œuvre, il faudrait que le cabinet israélien se réunisse et donne son quitus. Donc actuellement, le gouvernement israélien cherche la parade pour ne pas aller à cet accord, mais
Je pense qu'ils seront bien obligés d'y aller, puisqu'il y a de fortes pressions internationales, à commencer par les pressions américaines. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de la CPI, de la CIG. Donc, mais disons-le franchement, ce sont les Américains qui vont peser dans ce... Oui, ils vont peser parce que Donald Trump, qui va prêter serment le 20 janvier, va vouloir commencer son mandat par un succès diplomatique. Oui. Donc on dit que c'est lui qui, en dernière minute, a mis la pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il accepte cet accord qui est négocié depuis pratiquement une année. Donc c'est très long. Donc pour vous, ce sont... Quand on est à Ras Dai, quand on est palestinien. Donc, oui. Mais je pense que les pressions seront telles que le cabinet israélien donnera son... Qui va se réunir demain d'ailleurs. Mais il fait effectivement, cet accord fait face à deux écueils. Le premier écueil, c'est l'extrême droite israélienne qui fait pression sur Benjamin Netanyahou pour qu'il ne signe pas l'accord. Et il y a aussi un autre écueil. Benjamin Netanyahou lui-même ne veut pas que le conflit s'arrête, parce que si le conflit s'arrête, la justice va remettre sur la table un certain nombre de dossiers. Vous savez tous que Benjamin Netanyahou est poursuivi en justice dans le cadre de 4 affaires. Et donc maintenant... De corruption. Oui, oui, entre autres. Oui, il n'y a pas que ce dossier de corruption. Donc même si le conflit se termine à Ras Dai, il va vouloir jouer les temps morts. Donc ce sont des tergiversations. Ce sont des tergiversations. Avant l'entrée en vigueur, M. Benazouz, votre avis sur la question. Il faut rappeler que cet accord, comme le disait d'ailleurs Zine Sharfawi, était déjà sur la table des négociations le 27 mai. C'est le même, hein. C'est le même cadre pour cet accord. Et pareil, ce Premier ministre sioniste l'avait bloqué. On sait aujourd'hui, par la presse sioniste notamment, que Netanyahou voulait y ajouter de nouvelles conditions, alors qu'il avait imputé ce blocage au Hamas à l'époque. Aujourd'hui, ce criminel de guerre joue sa survie politique. On sait que Itamar Ben-Gvir menace de démissionner dès demain, après donc le vote à la Knesset. Le gouvernement de l'entité sioniste va tomber avec l'entrée en vigueur de la trêve à Gaza. C'est pas très évident, parce que Netanyahou, en ayant accepté la proposition du président Trump, qui fait aucun doute pour moi, donc compte surtout sur la mobilisation des familles des victimes, des personnes qui... Des otages, disons, qui sont détenus par le Hamas. Il compte surtout sur ce mouvement pour, en quelque sorte, garder le gouvernement. Donc, je ne suis pas sûr que le gouvernement israélien va tomber. Monsieur Kawi ? Oui, je partage entièrement cet avis, dans la mesure où incertain, c'est le qualificatif qui peut être relaté le mieux. Un accord, déjà, on ne sait pas quelle est la portée réelle. Est-ce qu'on est dans le tactique uniquement? Donc, ce sera une trêve qui ne réglerait pas réellement le problème. Est-ce que c'est uniquement la pression de l'opinion publique interne qui est en train de pousser le gouvernement à côté, bien sûr, de la pression des États-Unis, qui joue un rôle très, très important? Est-ce qu'on est dans le tactique ou est-ce qu'on est en train de préparer un règlement réel définitif de la situation? Donc, il ne faut pas s'en réjouir. Au-delà, il faut rester prudent, selon vous. Rester prudent, parce qu'on a été habitué à des surprises et à des retournements de situation de la part de l'entité sioniste. Alors, Gamal Abina, justement, il y a eu cette rencontre tendue, rapportée notamment par la presse sioniste, encore une fois, le week-end dernier, entre le Premier ministre Netanyahou et le nouvel émissaire pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, et qui a, lui seul, débloqué donc les négociations sur la trêve et l'échange d'otages. Le principal conseiller du président américain élu, Donald Trump, donc, a fait pression sur Netanyahou et a fait en une seule réunion ce que l'administration Biden n'a pas fait en 15 mois. Comment vous l'expliquez, Gamal Abina? Simplement parce que Biden a annoncé dès le départ qu'il était sioniste et que Kamala Harris était sioniste. Donc ils étaient pour la guerre, ils ont alimenté la guerre, ils ont financé la guerre, ils ont livré les armes. Ils n'avaient pas du tout l'intention d'arrêter. Le problème aujourd'hui, c'est que la nouvelle administration ne voit pas d'un bon oeil une défaite totale de l'armée sioniste. Et il faut faire très attention au terme du débat. Évidemment, c'est
c'est Trump qui fait pression, parce que Trump veut être l'homme de la paix. Il a essayé de faire la même chose avec la Corée du Nord, il a rendu visite aux leaders nord-coréens. Il n'hésite pas à faire des coups, historiques, parce que Trump veut rentrer dans l'histoire. Et là, en l'occurrence, vous avez donc un Premier ministre sioniste qui est en échec. 15 mois, il n'a obtenu aucun élément de victoire. Je veux dire, dès le départ, il avait affiché la couleur. Destruction totale du Hamas, démilitarisation de la bande de Gaza, destruction de toutes les structures viables pour faire en sorte que les Palestiniens partent, une seconde Nakba, et finalement, libération évidemment de ce qu'il appelle les otages. Alors moi, je vais faire attention à ce terme, c'est important. Le terme otage est très connoté. C'est très malin de la part de la partie sioniste et de l'Occident de nous présenter des prisonniers de guerre comme des otages. Il y a effectivement dans ces prisonniers des civils qu'on peut considérer comme des otages au départ. Sauf qu'ils ont été très rapidement rendus. Tous les prisonniers qui restent, ce sont des soldats, ce ne sont pas des civils. Donc, dans une guerre, lorsque les soldats sont faits prisonniers, ça s'appelle les prisonniers de guerre. J'aime pas du tout le terme otage parce que ça a une connotation de voyoucratie, de délinquants qui auraient pris en otage pour faire un braquage de banque, par exemple, des civils. Donc, on n'est pas là-dedans. Les dernières fois qu'on a parlé d'otages, c'était en Iran, avec l'ambassade américaine qui a été prise en otage. Effectivement, c'était des civils, ça correspondait. Là, on est dans une guerre. Les mots sont très clairs. Quand on bombarde, quand on assassine volontairement des civils, cela s'appelle des crimes de guerre, et cela s'appelle évidemment une tentative génocidaire, mais surtout, cela s'appelle de façon évidente une volonté d'éradication d'une population, de créer un traumatisme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'échec est consommé. Netanyahou, qui se vantait de réduire ce que n'a pas pu faire Olmert, le Hamas, n'y est pas parvenu. Netanyahou, qui se vantait de libérer par la force, qu'il appelait les otages, n'y est pas parvenu. Netanyahou, qui pensait finir avec la résistance palestinienne, parce qu'elle est unie en totalité, n'y est pas parvenu. Et pire encore, toutes les guerres, les conflits israélo-palestiniens ont toujours été faits par les États arabes au départ, et tous ces conflits étaient initiés de part et d'autre par des armées régulières. Puis ensuite, il y a eu des guérillas qui sont installées, mais là, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'inverse. Il a provoqué une guerre volontairement, parce qu'il savait ce qu'il faisait, il ne voulait pas en finir, et il s'est retrouvé non seulement à ne pas stopper la guerre, mais à étendre le conflit en provoquant les Iraniens, en provoquant les résistants syriens, les Yéménites, les Libanais. Donc là, il a commencé à créer une sorte de conflagration que les Américains voient d'un très mauvais œil. Parce que parmi ces États, il y a des États qui sont proches des États-Unis, qui sont très favorables à l'Amérique. Je parle de l'Égypte évidemment, je parle de l'Arabie, et qui sont mis en difficulté en interne parce que les populations arabes ne supportent pas cette lâcheté vis-à-vis de ces États. Et donc, si les Américains font pression, c'est parce qu'ils sont très inquiets par rapport à l'image qu'il renvoie au monde arabe, à savoir le pays qui a soutenu les génocidaires. Et donc, est-ce que le gouvernement sioniste va tomber, selon vous, après l'entrée en vigueur de cette trêve? Je rappelle que Itamar Ben-Gvir, qui est le ministre le ministre de l'Intérieur de l'entité, menace de quitter le gouvernement. C'est le ministre raciste et fasciste, il faut utiliser les bons termes. C'est un suprémaciste occidental blanc, c'est un raciste, c'est un haineux, c'est un fasciste. Et lui et Smotrich, toute cette bande de voyous, qui sont des voyous, sont des racistes. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, ça n'a aucune importance que Netanyahou tombe. L'idée même selon laquelle il joue sa vie politique, évidemment qu'il la joue puisqu'il a perdu. Et quand on perd, quand on joue, on dégage. Mais c'est pas le problème de Netanyahou. Moi, j'aime pas quand on caractérise. Avant, il y avait quand même un autre criminel notoire qui est mort aujourd'hui, qui caractérisait la barbarie sioniste. Et donc, il faut pas se tromper. C'est pas un homme, le sionisme. Le sionisme, c'est un système suprémaciste qui veut en finir avec les résistants. C'est ça la question. Donc, Netanyahou, ou son numéro 2, 3, ou un autre, ou l'opposition, dans la substance, ils ont toujours la même position. Ils sont un peu moins radicaux dans l'opposition, mais il n'en demeure pas moins que ces sionistes, car ce sont des sionistes actifs, ne sont pas dans un débat de discussion et de paix. Ils sont dans un débat de rapport de force suprémaciste. Oui. Donc que ce soit Netanyahou ou que ce soit à l'époque Sharon, c'est le même curseur qui les guide, à savoir la domination de l'Occident sur le Moyen-Orient. Zine Sharfawi, rappelons que Biden s'est affiché hier en posture de vainqueur en voulant tirer donc les dividendes de cet accord qui sera donc signé entre les deux parties, et a très mal reçu d'ailleurs une question d'une journaliste qui lui demandait si le cessez-le-feu était son œuvre ou celui du nouveau président élu, et il a répondu, je cite, « C'est une blague, j'espère ». Oui. Alors, est-ce que justement c'est l'œuvre de Trump, et pourquoi, selon vous? Pourquoi Trump ne voudrait pas continuer sur la lancée des démocrates à propos de Gaza? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais
Pour y répondre, il faudrait peut-être analyser les 4 années passées par Trump au pouvoir. Donc, Trump, c'est quelqu'un qui est dans la diplomatie transactionnelle, mais on retiendra que durant son mandat, c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de guerres. Hein, et donc, Trump réfléchit en businessman. En businessman, il sait pertinemment, le projet de Trump est de réduire la dette américaine et de régler les problèmes économiques américains et de faire en sorte à ce que les États-Unis restent première puissance mondiale. Et donc, il n'est pas question pour lui de financer des conflits un peu partout dans le monde. Donc, il compte se désengager de l'Ukraine, où il fera tout pour que la guerre en Ukraine s'arrête. Et dans le même cas, il fera aussi en sorte à ce que le conflit au Moyen-Orient s'arrête. Mais je précise bien, il n'est pas certain que cela se fasse au bénéfice des Palestiniens. Bon, n'oublions pas que Trump est l'allié de l'entité sioniste. Donc, mais néanmoins, Trump, les États-Unis ont aussi d'autres alliés dans la région. Donc il fera en sorte à ce que la conflictualité soit moins importante pour qu'il puisse mettre en place son agenda politique et son agenda géostratégique et son agenda géopolitique. Et son agenda géopolitique, tout le monde le sait, c'est la normalisation avec l'entité sioniste. Donc il mettra en place les conditions de la poursuite de la normalisation. Il a parlé de la phase 2 d'ailleurs de ce plan. Absolument. N'oublions pas que la déclaration de Trump est assortie d'une menace. Je ferai en sorte à ce que Gaza ne devienne pas un sanctuaire du terrorisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement ? Après, je pense que l'objectif principal des États-Unis sous Trump, me semble-t-il, les choses évoluent tout le temps, donc les certitudes, on n'en a pas beaucoup, oui. Je pense que ça sera l'Iran. Dans une confrontation directe, le Hezbollah est affaibli, oui. Le régime de Bachar al-Assad n'est plus là. Vous parlez de confrontation directe ? On ne sait pas, mais à mon avis, les options sont sur la table. Elon Musk a rencontré l'ambassadeur iranien à New York. Donc je pense que les contacts sont là, etc. Mais si un gentleman agreement n'est pas trouvé, je pense que ça pourrait aller vers le... Mais je pense que Trump, s'il a la possibilité de régler le cas iranien ou le dossier iranien sans aller vers une confrontation, je pense qu'il le fera. Parce que, en réalité, qui veut la guerre avec l'Iran, c'est surtout l'entité sioniste et tous les alliés de l'entité sioniste. Il n'est pas certain que Trump veuille lui-même aller vers une confrontation. Parce que les guerres sont finalement coûteuses aussi. Hein. Justement, j'allais parler de ça. Oui, monsieur Benazoun, vous voulez réagir. Le président Trump a fait aussi des promesses électorales dans le sens de faire un cessez-le-feu à Gaza. Bon, pour ce qui est de l'Iran, on comprend que l'Iran est en train de faire profil bas. Parce qu'ils se souviennent du dernier mandat du président Trump, on se souvient, il s'est unilatéralement retiré du comité de l'accord qui devait gérer les sanctions sur l'Iran. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement ? Forcément, ce front-là est affaibli parce qu'il n'y a plus de continuité géostratégique. La Syrie n'est plus sous contrôle. Donc, mais d'une manière plus globale. Qu'est-ce qu'il y a ? L'objectif, c'est la normalisation avec l'Arabie Saoudite. C'est ça. Hein? L'Arabie Saoudite qui a posé une condition que pratiquement tous les pays arabes qui n'ont pas encore normalisé, c'est qu'il y ait un État palestinien. Donc, la problématique, c'est comment arriver à concrétiser cet objectif. Donc, et en même temps, voir les exigences israéliennes. Comme l'a dit notre ami de Paris, l'objectif c'était l'anéantissement du Hamas. On se rend compte qu'actuellement c'est pas possible. Oui. Sauf s'il faut brûler toute la terre et assassiner. Ils l'ont fait, mais justement, M. Benazoun, je voulais que vous me répondiez sur cette question aussi, parce que le Hamas dit qu'il s'est reconstitué
avec des milliers de recrues ces derniers temps, notamment dans le nord. Et le nord de Gaza, il faut le rappeler, a été entièrement rasé. Jabalia, Beit Hanoun, Beit Lahia. Il y a eu des opérations. Et il y a eu des opérations très fortes de la part de la résistance palestinienne et qui s'est reconstituée aussi autour du frère cadet de Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar. Donc comment expliquer justement cette recomposition? C'est un phénomène tout à fait normal. Les spécialistes expliquent que le Hamas n'a jamais recruté que pendant cette n'a jamais autant recruté. Voilà, n'a jamais autant recruté. Ouais. Et bon. Donc ce sont les enfants de Gaza aujourd'hui qui se mobilisent. C'est les enfants de Gaza. Simplement. Donc je poursuis. On se rend compte que cet objectif n'est pas réalisable. Sauf la destruction du Hamas. Voilà, sauf s'il faut vraiment tuer tout le monde. Le Hamas négocie. Voilà, donc il faut négocier dans les meilleurs termes. Mais pour nous, actuellement, si on venait à faire un bilan, on voit que déjà c'est positif pour le monde arabe, pour le monde musulman en général. On a vu qu'il y a eu des erreurs tactiques qui ont été faites par l'entité sioniste, comme l'occupation de ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, qui sépare l'Égypte de Gaza. Eh ben, les Égyptiens ont bien réagi. Ils n'ont pas appliqué la partie militaire des accords de Camp David. Ils ont déployé des forces matérielles lourdes, notamment des missiles qui sont... Donc ça, c'était un point, parce que même pour nous, Algériens, parce que des militaires de l'ANP sont morts pour la libération du Sinaï. Actuellement, le Sinaï est entièrement sous autorité égyptienne, ce qui est déjà une chose positive. Pour le reste, comme le disait notre ami, dans l'histoire du gouvernement israélien, on a vu des retournements. Chaque fois qu'il y a que ça va vers un dénouement, c'est-à-dire disons durable, on a vu que on chutait volontairement, le gouvernement pour que le prochain gouvernement ne puisse pas reconnaître les accords qui sont déjà faits. Mais là, on imagine qu'il reste très peu d'options aujourd'hui, après une guerre génocidaire pour le gouvernement sioniste. Il reste très peu d'options. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Les extrémistes sionistes ne sont pas sur ce registre. Ça passe ou ça casse. Donc, et ça casse. Voilà, c'est à moins qu'ils soient obligés, à moins que les Américains pèsent vraiment de leur poids et de leur poids réel, parce que c'est pratiquement les seuls qui ont les leviers d'agir sur l'entité sioniste. Ils peuvent le faire. Donc si on n'arrive pas à l'exercice réel et correct de ce levier, eh ben, il y aura, vous savez, quand vous analysez les termes de l'accord, c'est 42 jours. Oui, après, il y a 3 phases. On commence à négocier avant, après. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut avoir un revirement. Oui, mais est-ce que finalement, c'est tranché quand même, la décision? Parce que justement, Mahfoud Kaoubi, cette guerre génocidaire, elle a un coût pour les Américains, notamment, qui fournissent l'essentiel de l'armement de l'armée d'occupation. Elle a un coût, et il y aura un coût aussi pour la reconstruction de la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de plan Marshall, j'allais dire, au niveau des nations arabes pour reconstruire Gaza? On parle d'une reconstruction qui pourrait prendre de 3 à 5 ans. En tous les cas, cette guerre a un coût, certainement, aussi bien pour les États-Unis que pour l'entité sioniste. L'entité sioniste connaît des problèmes économiques assez sérieux depuis le début de la guerre. Mais il ne faut pas s'arrêter au coût. Elle a aussi des dividendes. Parce que ce qui est attendu de la part des partis qui sont en train de financer, de soutenir ou de mener ce génocide, c'est une recomposition du Moyen-Orient et une mainmise d'accroître, d'accentuer la position de domination des États-Unis et par là de l'entité sioniste comme gendarme du monde, de la région. Une région qui est très riche
et qui constitue une partie importante du commerce international. Donc, les résultats en termes de dividendes poussaient l'Iran à un retranchement assez loin, en limitant son influence géographique sur le Liban, sur la Syrie, est un des objectifs qui ont été atteints par rapport, si on veut élargir un petit peu l'analyse. Et donc, qu'est-ce qui est attendu? L'évolution au-delà de l'accord. Est-ce qu'on veut créer un État qui s'occupera uniquement de l'administration, donc de contenir un État policier qui sera chargé de contenir ce qui est le Hamas et donc des groupes qualifiés de terroristes. Donc il y aura une délégation de gestion sur le plan sécuritaire et un plan Marshall qui sera financé par les pays arabes de la région, il faut le rappeler. Donc en termes de financement, c'est aussi une réflexion qui se voit d'une manière très claire à travers l'implication de ces États dans le soutien et la caution d'un accord qui, d'une part, ferait assumer à ces États une responsabilité de cautionner l'État qui sera créé, et donc ça ne réglera pas fondamentalement des causes et des origines de la situation actuelle. Exactement. Et, Gamal Abina, trêve ou pas, l'entité sioniste, on le disait, en ressort abîmée de cette expédition génocidaire à Gaza. L'armée d'occupation n'a jamais pu récupérer l'ensemble des otages, entre guillemets, comme elle l'avait promis. 2 dirigeants sionistes, notamment le Premier ministre, sont reconnus comme des criminels de guerre. Le Hamas est reconstitué, on le disait, sans oublier l'image définitivement abîmée, détériorée de l'entité sioniste dans le monde et aux USA principalement. Et d'ailleurs, certains hauts responsables américains craignent que cette image abîmée pourrait avoir des effets sur l'existence même de l'entité sioniste dans les années à venir. Donc c'est un fiasco à tous les niveaux. C'est ce qu'on pourrait dire ce soir. Sioniste, le songe d'un État soi-disant sécuritaire pour les Juifs d'Europe, est un rêve qui a vécu. Aujourd'hui, on a un État qui s'est comporté comme des criminels, comme le faisaient très bien les nazis quand ils vont bombarder le ghetto de Varsovie, un État qui a assassiné les femmes et les enfants à grande échelle, un État qui a montré qu'il était suprémaciste avec les discours délirants du type « nous sommes le peuple de la lumière, c'est le peuple de l'obscurité », ça c'est du nazisme, hein, il faut utiliser le bon terme. Il n'y a pas de peuple de la lumière sur Terre. Avec un type complètement azimuté, je parle de Netanyahou, qui est lui aussi, d'ailleurs comme Adolf Hitler, est un ancien architecte, je le répète à chaque fois. Mais ce que dit Mbappé, c'est de dire que l'idée sioniste, qui était un rêve de gauche au départ, hein, les kibbutzim, toutes ces idées-là, ont été largement battus en brèche par la réalité. Ils ont été sur une terre qui existait, avec un peuple, c'est pas un peuple sans terre, et eux étaient un peuple sans terre avec une terre sans peuple, soi-disant qui était la Palestine. Donc ils ont menti depuis le début, c'est un mensonge qui s'est formé un petit peu à l'idée, c'est un peu un idéal qu'on entendait dans l'Allemagne à l'époque du romantisme allemand, le retour à la terre, la réussite par le travail de la terre, on fait fleurir les déserts, enfin ce genre de bêtises, sachant que la Palestine est un des territoires les plus irrigués de la région. Mais ce qui est intéressant dans vos questions, c'est quoi? La question iranienne, effectivement, rentre dans l'équation, parce que l'Iran détient, il faut le rappeler, quand même, 2 axes essentiels. Ils ont le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb avec les Houthis. Donc l'Iran est en sécurité, quoi qu'il arrive. Mais ce qui a bousculé ce mythe de l'invincibilité, parce qu'ils se prenaient à chaque fois pour des David, c'est qu'ils ont été, de loin, largement mis en échec par une armée qui n'existe pas. Ce sont des Fedaïn, ce sont ce qu'on appelle une armée asymétrique. Donc ce sont des guérillas face à une armée super équipée, la plus équipée au monde. Ils ont été mis en échec, non seulement les sionistes, mais les États-Unis. Des tonnes de bombes déversées, on estime qu'il y a 100 000 tonnes de bombes qui ont été déversées. Oui. C'est vous dire, c'est à peu près au bas mot 6 fois Hiroshima. Oui. C'est vous dire un peu la puissance de frappe. Oui. On parle, alors 100 000 tonnes de bombes, ça veut dire que si on tue des gens avec 1000 kilos d'explosifs, on a au bas mot 100 000 morts. Lancet en parle très bien parce qu'il parle de 200 000 morts. Oui. Et donc, ce crime qui a été perpétré, lâche, puisqu'on tue des civils, on ne se bat pas avec des combattants, n'a servi à rien. Finalement, il voulait liquider le Hamas et il discute avec qui? Avec le Hamas. Ça redevient une organisation politique. Eh bien, la question qui se pose, c'est quoi? C'est ce fameux plan Marshall dont vous parlez n'est pas un plan Marshall. C'est là où c'est honteux de la part des Arabes de la région. Ils vont financer à fond perdu la reconstruction des territoires qu'ils avaient déjà financés.
Il faut savoir que tout ce qui a été construit à Gaza a été construit par les Arabes. Une partie européenne, c'est vrai, mais essentiellement, c'est les Arabes. C'est-à-dire que les Arabes sont les spécialistes. Ils font le financement de la construction d'immeubles que les sionistes détruisent. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans cette spirale délirante qui consiste à ne pas donner un État aux Palestiniens sécurisé, parce que la sécurité, c'est eux qui doivent l'avoir. Un État viable, qui a accès aux frontières, qui a accès à ses mers, qui a un aéroport, par exemple, qui a été détruit très rapidement. Et tout cela va effectivement être très questionné par les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, ils se rendent bien compte que la pace est consommée. C'est-à-dire que le mythe de l'invincibilité a vécu totalement. Ils ont été battus par des guérillas. C'est ça qui est incroyable. Avant, ils battaient les armées arabes, à la limite. Ensuite, au sud du Liban, ils ont été battus en 2000 et en 2006 par une guérilla. Et à nouveau, ils se sont battus par une guérilla. Justement, les guerres asymétriques sont souvent, presque toujours, gagnées par ces mouvements de résistance contre des armées dites puissantes. On va passer à la deuxième thématique de cette soirée. Je le disais, la cabale politico-médiatique en France contre l'Algérie. Le parti de gauche, Zine Chafaoui, la France Insoumise, à travers son groupe parlementaire à l'Assemblée française, a vigoureusement critiqué les ministres et responsables impliqués. Ils disent dans un communiqué, depuis quelques jours, plusieurs ministres et dirigeants du camp présidentiel s'emploient à créer une escalade d'agressivité irresponsable contre l'Algérie. Tous les prétextes semblent bons. Certains dirigeants français jouent une absurde logique de revanche sur l'Algérie et utilisent un vocabulaire guerrier totalement inacceptable. Un vocabulaire guerrier, c'est dire la posture belliqueuse de ces hauts responsables français. Quelle en est, encore une fois, parce que nous tentons de comprendre finalement la matrice de cette cabale, de cette revanche. Pourquoi? Quelles sont les vraies raisons de cette cabale médiatique et politique contre l'Algérie? Oui, je vais essayer de tenter une tentative de réponse. Oui. Alors, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, les relations algéro-françaises traversent une zone de forte turbulence. Elles sont caractérisées par de fortes tensions. On en a un peu parlé lors de la précédente émission. Il est arrivé depuis 1962 à nos jours que les relations algéro-françaises traversent des crises. C'est une chose somme toute normale dans des relations de pays à pays. On ne peut pas s'entendre sur tout. Mais là, c'est la plus grave. Mais me semble-t-il, il apparaît que c'est l'une des plus graves crises, sinon la plus grave. Donc la séquence, elle est singulière. Elle est singulière parce que il suffirait d'un rien pour que l'on aille vers une forme de rupture. Donc pour le moment, on n'en est pas vraiment là, on n'en est pas très loin. Alors, ce qui est inquiétant maintenant, c'est que les relations algéro-françaises sont entre les mains de l'extrême droite française. Il y a un nouveau gouvernement en France. Ça aussi, c'est une première, Oui, c'est une première. C'est une première durant les années 70, je vous l'ai dit lors de la précédente émission, entre 71 et 73, lorsqu'il y a eu la crise en France suite au choc pétrolier, c'était la droite au pouvoir, etc. Et donc, on s'était défaussé sur les Algériens, on avait tué quelques Algériens. Donc, c'était l'une des pires crises. C'était à la suite de cela que le président Boumedienne avait décidé d'interdire le départ d'Algériens en France, surtout pour aller travailler. En arabe, si je me souviens bien de la petite séquence. Mais depuis 1973, disons que les relations étaient à peu près normales. Il y a eu des pics, il y a eu pendant la décennie noire, une forme d'ingérence qui a été très dénoncée. Mais depuis lors, les relations étaient à peu près normales. Jusqu'à 2005 avec l'histoire de la loi sur les bienfaits entre guillemets des bienfaits de la colonisation. Alors pourquoi maintenant l'extrême droite, dont le représentant est Rotailleux, le ministre français de l'Intérieur, mais la personne qui a commencé à donner à lancer cette campagne agressive à l'égard de l'Algérie, il ne faut pas l'oublier, il a commencé depuis quelques années déjà, ça a commencé en 2020, c'est l'ancien ambassadeur d'Algérie en France, Xavier Driancourt, qui finalement s'est avéré être du courant anti-algérien, extrême droite, etc. Et qui, rappelons-le, n'existe que justement en parlant de l'Algérie sur les médias français et internationaux. Ah oui,
mais n'existe depuis quelques années, il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que M. Driancourt ne critique de manière très lâche l'Algérie. Et donc voilà. Alors maintenant, pourquoi d'abord, l'Algérie, on en fait un fonds de commerce. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une séquence assez particulière. La prochaine élection présidentielle est en 2027. Et donc maintenant, c'est devenu à la mode de taper sur l'Algérie en France, parce que taper sur l'Algérie permet de ramasser des voix de l'extrême droite. Donc, c'est un fonds de commerce, mais il n'y a pas que les gens de l'extrême droite qui critiquent l'Algérie ou qui mènent des campagnes anti-algériennes de façon assez régulière. Il y a aussi une partie de la droite. Éric Ciotti a aussi s'y est mis aussi dans cette campagne, dans ces campagnes anti-algériennes. Donc, il y a une course vers les voies de l'extrême droite. Alors, il y a aussi une logique de règlement de compte. L'extrême droite, c'est la France coloniale, et donc on veut régler, ces gens-là veulent régler leur compte avec régler son compte à l'Algérie qui est devenue indépendante, mais etc. Par prétexte ou par il y a un problème. Comment ? Par prétexte, justement, de ce que vous dites par rapport aux prochaines présidentielles, ou par conviction? Est-ce que ces gens-là sont convaincus qu'il y a un compte à régler à l'Algérie qui a gagné son indépendance, etc. D'ailleurs, on voit sur certains plateaux de télévision, on dit on a donné l'indépendance à l'Algérie. On utilise une sémantique très particulière. Alors, il y a les gens qui doivent avoir aujourd'hui 70 ans, 80 ans, je pense qu'ils le font par esprit revanchard. Mais il y a aussi une partie de l'extrême droite qui n'a pas connu la guerre d'Algérie. Qui a été biberonnée, vous voulez dire, à ces idées-là. Mais qui a été biberonnée à ces idées-là. Donc elle est anti-algérienne, elle est fasciste, elle est anti-musulmane, islamophobe, etc. Donc, troisièmement, il y a aussi une volonté de faire diversion. Il y a, je dis, trois, diversion. Diversion sur une situation interne qui n'est pas reluisante. Politique et économique. Elle intervient dans un contexte où la France se fait chasser d'Afrique, où la crise économique se fait très pesante. C'est 3 300 milliards d'euros de dette, avec un service de la dette qui est aussi important. Donc c'est des problèmes sociaux. Et c'est aussi une crise politique. Combien de chefs du gouvernement ont été consommés ces 2 dernières années? Il y en a eu beaucoup. Il y a un premier gouvernement qui vient de tomber il n'y a pas longtemps, c'était celui de Michel Barnier. Il y en a un second aujourd'hui qui est en train de passer des examens au Parlement français. Je pense qu'il va échapper à la censure, puisque le Parti socialiste a fini par se désolidariser de la France insoumise et a décidé de voter en faveur du programme du nouveau gouvernement. Mais la crise est là, il y a un contexte, et faire diversion, dire qu'on a un ennemi extérieur, qu'on a l'Algérie qui est là, etc. Donc, effectivement, peut paraître rémunérateur au plan politique. Mais c'est de la politique de courte vue. Je voulais donner la parole d'abord à Mahfoud Karoubi. Justement, en parlant de diversion, cette crise économique en France, on dit que elle frappe de manière extrêmement dure l'Hexagone. C'est la première de cette ampleur depuis 50 ans. Les choses sont aussi inquiétantes sur le plan économique Inquiétantes, oui. Inquiétante, oui, car la crise est structurelle. La crise dure. La crise ne remonte pas à 4 ou 5 ans, mais remonte bien pratiquement à 30 ans. Et la situation se complique d'année en année. D'année en année où l'économie française a perdu des places sur le plan international, elle se fait rattraper par des économies de pays émergents, l'Inde par exemple, la Corée qui frappe aussi à la porte, et d'autres pays qui viennent bousculer un petit peu le classement. Et l'écart se creuse de plus en plus en matière de classement. Si on examine les taux de croissance sur 15 ans, on a une moyenne de 1,3, 1,4% de taux de croissance. Et quand on a des taux de croissance pareils, cela prouve que les problèmes sont sérieux, que ce n'est pas du conjoncturel, qu'il y a un problème de projet et un problème de vision que les gouvernants qui se sont succédés
n'arrivent pas à déchiffrer, à trouver de la solution. C'est pour ça que le désarroi ne fait qu'augmenter d'un gouvernement à un autre, comme le prouve la part de plus en plus importante de l'extrême droite dans l'échiquier politique, une extrême droite qui n'a pas de projet autre que dénigrer les autres, que rendre responsables les autres des problèmes économiques. Pour rappeler la dernière note de l'INSEE, parle d'un taux de croissance de 0,2% uniquement pour 2024, avec un taux de chômage qui se situe à 8%, avec une insistance de la part de l'INSEE de la révision de ce taux et de le vérifier parce qu'il devrait se situer autour de 10%, avec une structure du chômage où les jeunes sans qualification ont de réels problèmes de trouver des emplois. Mais c'est aussi les seniors qui butent sur des problèmes de qualification et d'adaptation. En plus, par rapport aux colonies, donc le langage, l'Algérie principalement, mais aussi par rapport aux colonies. Et là, on est dans le conjoncturel. Donc, à côté du structurel, il y a deux problèmes sérieux par rapport à la conjoncture. Depuis la Covid-19, depuis surtout la guerre en Ukraine, les choses se compliquent de plus en plus. Le gaz et les carburants et les hydrocarbures sont plus chers. Donc en matière de compétitivité, la France a encore plus de difficultés pour concurrencer les autres pays. On parle de précarité énergétique d'ailleurs de plus en plus. La ressource humaine, le prix du travail, le coût du travail. La France aussi, elle n'est pas du tout compétitive par rapport aux Européens, n'en parlons pas avec la Chine et les autres. Et là, quand on perd de l'influence dans des pays qui procuraient à la France de la matière première bon marché, les problèmes se compliquent encore plus. Donc, des matières premières, du carburant plus cher, de la ressource humaine plus chère. C'est l'essentiel de l'économie. Et ça, c'est des problèmes sérieux. Tout à fait. Et donc, ça fait les bonnes affaires de l'extrême droite qui frappe à la porte à chaque fois que les élections. On a des taux et une avancée de plus en plus importante. Il y a une droitisation de la politique française ou de la classe politique française. C'est la droite qui devient beaucoup plus extrémiste, qui perd son identité, qui n'a pas de projet et qui épouse le projet de l'extrême droite. Monsieur Benazzouz, quel est l'impact, j'ai envie de dire, de cette perte d'influence de la France dans les pays du Sahel essentiellement, les pays africains? C'est quelque chose que le président français a relativisé dernièrement, mais est-ce que c'est quelque chose qui impacte grandement j'ai envie de dire, entre guillemets, ce que les Français considéraient comme le prestige français dans leurs anciennes colonies? Vous savez, si vous discutez avec les gens, nos voisins du Sahel, ils vous disent que, en parlant par exemple de la France-Afrique, parce que c'est ça le levier principal, ils vous disent qu'avant, la France-Afrique, c'était une sorte de forum collégial à un tel point. Ils vous racontent une anecdote, ils vous disent que le président Omar Bongo avait nommé 4 ministres français, dont Nicolas Sarkozy. Donc, après, comme on parlait tout à l'heure des élites, vous savez, la France, on a l'impression quelque part qu'elle est en crise, surtout pour renouveler ses élites à partir du président Sarkozy. Les gens, ils s'aperçoivent que c'est beaucoup plus une question de domination. C'est-à-dire, vous faites ce qu'on vous dit et vous faites ceci, comme ça on vous écoute même pas. Donc c'est une sorte de condescendance politique qui a été à la source de la création de ce que nous sommes en train d'observer. C'est une véritable dynamique qui est dans le pays des Sahel. C'est des gens qui vous disent on n'a pas été vraiment indépendants. C'est maintenant il faut prendre le contrôle de nos richesses, qui est un principe
reconnue par l'ONU. Hein. Ouais. Il y a le besoin de ces pays de s'affranchir complètement de cette présence française. Et c'est quelque chose qui va faire mal aussi à l'économie et à la politique. Absolument. Et surtout qui va dégrader un peu la position de la France au sein de l'Europe. Parce que durant les 20 dernières années, la France disait aux Européens, bon, on va le faire à votre place. Quel était l'interlocuteur finalement? Voilà, dites que ces pays-là. L'Europe qui le fait. Donc, cette position, les Européens ne sont pas dupes. Ils s'aperçoivent que, c'est-à-dire la position de la France n'est pas aussi prédominante en Afrique. Ah ben c'est peu de le dire, ils se font chasser littéralement de ces pays-là. Juste pour donner un exemple, hein, donc, en parlant d'uranium, la décision prise par le Niger de revoir ses relations et de rompre son accord en matière de fourniture de la France en uranium, ça a coûté 10 fois plus cher. Actuellement, les Français achètent l'uranium 10 fois plus cher par rapport à ce qu'ils l'achetaient en Niger. Donc ça vous donne un ordre de grandeur par rapport au renchérissement de coûts qui sont à l'origine de problèmes sociaux, parce que le coût de l'énergie sera plus cher, et pour les individus, et pour les entreprises. Donc ça augmentera du chômage, des problèmes économiques, et ça fera l'affaire. L'affaire, encore une fois, de l'extrême droite. On va donner la parole aussi à Gamel Abina. Je le disais, Gamel Abina, la présidente du groupe parlementaire La France Insoumise, Mathilde Panot, s'en est directement prise au ministre français de l'Intérieur et affirme que Bruno Retailleau s'improvise en diplomate avec l'Algérie mais n'est finalement qu'un piètre agitateur. Le ministère des Affaires étrangères a souligné, le ministère des Affaires étrangères algérien a souligné que des erreurs avaient été commises sur l'affaire donc de l'influenceur. On peut parler d'ailleurs de fiasco, hein, littéralement, dans cette affaire de rapatriement forcé. Justement, est-ce que c'est quelque chose, si cette tendance devait continuer, donc cette agressivité envers l'Algérie, est-ce que la crise politique peut s'envenimer entre les partis, dans la sphère politique, tout simplement, française? Oui, parce qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, elle fait bien souligner le fait que cette histoire de ministre de l'Intérieur, le titre dit tout. Il doit s'occuper des affaires intérieures. Au nom de quoi il s'improvise ministre des Affaires étrangères? Donc provocation sur provocation, enfin Retailleau, c'est pas une surprise. Hein. Vous savez, il a déjà eu une sortie extrêmement douteuse dès qu'il était intronisé ministre de l'Intérieur. Premier discours, les accords 68. C'est-à-dire qu'il en fait l'alpha et l'oméga de sa politique, ce qui est ridicule. Il surdimensionne des petits accords qui n'ont pas de conséquences sur l'immigration. Ensuite, il surdimensionne le fait d'influenceurs un peu crétins qui vont dire n'importe quoi et il met ça sur le dos de l'Algérie, prétextant que soi-disant il y aurait une sorte de mainmise de l'étranger. On est en pleine 5e colonne chère à Franco. Donc on est sur un personnage parfaitement insignifiant, très extrémiste, d'une extrême droite crasse, qui a eu des propos il y a un certain temps en parlant de régression vers les ethnies. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment, on appelle ça l'ethno-racialisme. Il est vraiment dans un discours très limite nazi. C'est très dangereux parce qu'il est quand même dans une posture de premier flic de France. Et donc ce ministre va faire des sorties hasardeuses mais ne respecte pas la loi. Il va expédier comme un paquet cadeau un type qui a sans doute des choses à dire à la justice, qui doit être mise en examen, qui devait être auditionné le 14 février, me semble-t-il, eh bien, s'en débarrasse comme ça en ne respectant pas les us et coutumes de la justice française. C'est fâcheux pour le premier policier de France. Il y a quand même l'eau au-dessus de lui, donc ça, il n'a pas respecté. L'Algérie lui a rappelé, à juste titre, dans un état de droit, on ne fait pas ça, monsieur. Mais dans un état de droit, quand l'opposition gagne, on la met au pouvoir aussi. Donc, il ne devrait même pas être aux commandes. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, bon, je ne dirais pas que Mathilde Panot soit super favorable à l'Algérie. Elle a déjà eu des sorties un peu hasardeuses à une époque, mais là, elle est favorable aux intérêts de la France. Et il se trouve que, ça a été dit sur le plateau, dans un pays qui ne va pas bien, et on l'observe un peu partout en Europe, dès que vous avez une crise économique, on fait appel à qui? Au pire, on fait appel à l'extrême droite, qui par définition est ultra-libérale. Donc l'extrême droite, c'est la libération du marché, c'est du tout marché, c'est moins d'État, c'est plus de misère sociale, pour relancer la machine économique, et les grands patrons aiment beaucoup l'extrême droite. On se souvient de l'Allemagne nazie avec les grands groupes allemands qui applaudissaient les deux mains dès qu'ils ont vu les arriver au pouvoir. Pareil pour Franco en Espagne, pareil pour Salazar au Portugal, pareil pour Mussolini en Italie, et aujourd'hui, on voit bien la Nouvelle-Italie, pareil, dirigée par un groupe d'extrême droite, mais s'ils ne sont pas racialistes, mais tout de même. Et bien tout ça pour dire que la France ne va pas bien, et que c'est vrai, ça a été dit sur le plateau, mais il faut le dire avec des termes très clairs.
Lorsque les Français exploitaient des richesses, parce que j'ai bien exploité parce qu'ils sont en train d'être mis dehors, manu militari par des pays qui ont récupéré leur souveraineté, qu'ils soient par des coups de force militaires ou par la démocratie sénégalaise, ils rappellent aux Français que vous ne fixez pas les prix. Depuis quand l'acheteur fixe le prix? Et c'est ce que faisait la France. Quand elle achetait l'uranium, 30% de ses besoins au Nigeria, elle fixait les prix. Elle arrive, on va leur faire ça à 1 euro le kilo. Voilà comment ça fonctionnait. Donc évidemment, le pays n'en bénéficiait pas, restait sous-développé, se faisait léser par de sa propre richesse. Et ça a été dit, l'ONU reconnaît, tout le monde reconnaît que quand on est chez soi, on doit bénéficier des richesses. Mais j'aimerais dire une chose très forte maintenant, c'est important de le rappeler. Quand vous avez de la racaille d'extrême droite, et j'utilise le terme racaille à dessein, j'appuie ce propos, ce sont des racailles, ce sont des voyous politiques. Quand vous avez ces voyous qui vous disent, sous la parole d'une Nord-Africaine, je parle donc de la femme de Zemmour, Sarah Knafo, que l'Algérie bénéficierait d'une aide ridicule au développement, une aide au développement de 120 millions d'euros par an, donc une aide ridicule, hein. On est sur un pays qui pèse 400 milliards pratiquement. Eh bien, quand elle va dire ça, c'est pour dire que l'Algérie, c'est un peu des mendiants, comme les Arabes de France iraient voir les services sociaux pour avoir de l'argent. En vérité, il faut remettre les pendules à l'heure. Parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, il faut opposer une réalité. La France, après l'indépendance, de 62 à 71, a volé gratuitement, tranquille, le pétrole et le gaz algérien. Il a fallu la nationalisation de M. Boumedienne pour qu'on récupère notre souveraineté sur nos richesses. Eh bien ça, on va le rembourser, ces sommes faramineuses qui ont été englouties par la France. Je ne parle même pas de la colonisation, juste l'après-colonisation, il continue à se servir avec des tarifs ultra préférentiels. Donc il faut rappeler quand même que si quelqu'un peut réclamer quelque chose à quelqu'un, c'est l'Algérie. Et donc aujourd'hui, l'extrême droite donne le là de la politique française. Et malheureusement, M. Macron, je pense, est otage de l'extrême droite. C'est lui qui est en otage aujourd'hui. Et il doit se ressaisir rapidement parce que la relation qu'il avait avec M. Tebboune était excellente, qu'il a commis des impairs, c'est vrai, mais que c'est rattrapable dès lors que M. Macron reprend le bâton qui est le sien de président de la République et fasse taire définitivement ces extrémistes de droite. Alors justement, ces cercles de l'extrême droite, Zine Charfaoui, occupent aujourd'hui le devant de la scène politique. Ils avaient, dans un premier temps, appelé à des sanctions contre l'Algérie. Gamal Abina vient de le dire. Révision de des accords de 68, suspension des visas, suppression de l'aide au développement réévaluée par l'Algérie à 5 millions d'euros, liés donc à la mise en œuvre de projets de coopération bilatérale. Et donc, est-ce que justement, ces responsables français qui sont revenus à de meilleurs sentiments, on pense peut-être au ministre des Affaires étrangères qui a évoqué la possibilité, qui a proposé de venir à Alger pour discuter de tous les sujets, dit-il, Jean-Noël Barrot. Oui. Est-ce que finalement ils se sont rendus compte que ces éventuelles sanctions n'apporteraient rien finalement? De toute manière, l'attitude de certains hauts responsables français est très contre-productive. Bon, vous l'aurez remarqué, l'Algérie a fait preuve de beaucoup de retenue jusque-là. Aucun responsable algérien n'est sorti de sa réserve pour répondre à leurs homologues français. Donc, il n'y a pas de volonté de... Il y a eu quelques réactions dans la sphère politique. Bon, il y a eu les députés, c'est le Parlement, mais pas comme son nom l'indique, ils représentent des électeurs, mais l'Algérie officielle, à part le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui avait apporté un éclairage, qui est très technique, un éclairage justement sur les conditions du renvoi d'un ressortissant franco-algérien suite à son expulsion par des autorités françaises. Il n'y a pas de volonté de l'Algérie de jeter de l'huile sur le feu. Oui. La crise est déjà assez grave comme ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des voix raisonnables en France qui commencent d'abord à mesurer la gravité de la situation. Quand je dis voix, je pense par exemple à Ségolène Royal qui a fait une déclaration extrêmement intéressante sur justement la situation. Il y a aussi le communiqué de LFI. Il y a plusieurs autres personnes qui pensent qu'aujourd'hui, il n'est pas productif d'aller plus loin. Il y a 4 millions d'Algériens qui vivent en France. Un grand nombre d'entre eux sont des franco-algériens, donc ils sont français là-bas, ils sont algériens ici. Il y a des relations entre les deux pays. Je pense que les deux pays gagneraient à avoir des relations normales parce que il y a des défis communs aux deux pays. Nous sommes dans une
dans une zone aujourd'hui qui impose justement d'avoir une coopération. Une conflictualité n'arrange ni l'Algérie ni la France. Donc aujourd'hui, il faut... Donc vous pensez qu'il y a suffisamment de responsables ou de personnes qui pourraient influer sur et aller vers de meilleurs sentiments en France, je parle de la France, pour éviter la rupture? Alors, au plan factuel, je crois savoir que dans quelques jours, il est prévu une réunion de haut niveau entre responsables français justement pour parler justement de la crise actuelle. Bon, après, est-ce qu'il y a un agenda de visite entre les deux pays? Là, c'est difficile à dire. Non, est-ce qu'en France, il y a suffisamment de... On parlait de Ségolène Royal, on parlait de LFI. Est-ce que ces gens-là peuvent contrebalancer justement le poids aujourd'hui que l'extrême droite a pris dans la sphère politique? Alors, aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est dirigé par Bayrou. Il y a un président de la République qui est en place. Je ne pense pas que... je pense que la première des choses, il faut donner des signes d'apaisement. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des attaques qui sont menées quotidiennement contre l'Algérie, qui sont menées par des officiels. Je pense qu'il revient au gouvernement français, aux décideurs français, d'arrêter cette campagne et d'arrêter ces hostilités qui sont déclenchées à l'égard de l'Algérie. Donc, une mesure d'apaisement... je pense que les mesures d'apaisement doivent venir de l'autre côté. C'est comme ça que l'on peut mettre en place les conditions d'un dialogue ou d'un retour à la normale. Donc, c'est de là qu'est venue de toute manière l'escalade. Voilà. Monsieur Benazouz, votre avis, est-ce que on pourrait imaginer une désescalade, justement, aller vers, je le disais, la déclaration du ministre des Affaires étrangères qui dit ni l'Algérie ni la France n'ont intérêt à ce que s'installe une tension durable entre ces deux pays voisins, deux grands pays, dit-il, de la Méditerranée. Je pense que d'abord que le chef de l'exécutif français, et je partage l'avis de notre ami Abina, il est pratiquement l'otage de cette extrême droite et qui est en train de cafouiller un peu. On sent l'amateurisme. Quand on entend le ministre de l'Intérieur, on voit que des fois, comme il dit, il s'improvise ministre des Affaires étrangères, même si c'est pour la France, la responsabilité des visas revient au ministère de l'Intérieur. Mais même le ministre des Affaires étrangères, il a versé dans la logique de menace. Et la logique de menace, c'est une logique d'escalade. Donc, la diplomatie doit reprendre son cours. Absolument, mais quand on parle d'une logique d'escalade, de menace, forcément il y aura des réactions. Oui. Il parle d'accord sur les visas, etc. C'est des accords automatiquement, c'est le principe de la réciprocité. C'est-à-dire que si la France passe à une action, il y aura certainement, automatiquement, une action de réciprocité. Donc il y a une sorte d'amateurisme. La droite n'a jamais été, disons vraiment, l'extrême droite n'a jamais été vraiment au pouvoir pour pouvoir la juger. On a vu l'expérience dans plusieurs pays. Et ça pourrait être sa chance, justement, c'est ce que vous dites ce soir un peu. Ils ne sont pas responsables de leurs propos. C'est toujours le chef de l'exécutif qui est responsable de ça. Mais ils ont entraîné, M. Benazouz, ils ont entraîné une crise quand même la plus grave entre donc la France et l'Algérie. On va passer à notre troisième thématique ce soir, Mahfoud Kaoubi. On a parlé donc en début d'émission de l'accord d'association, les premières consultations qui se pencheront sur le dossier pour aboutir à des mesures susceptibles d'améliorer le niveau des échanges et d'en réduire le déséquilibre entre les deux parties. L'ambassadeur européen en Algérie a parlé de le revoir dans sa globalité. Est-ce que cette déclaration, justement, à elle seule, ne prouve pas que la partie européenne a enfin compris les revendications d'Alger ? De prime abord, oui, mais
quand on voit un petit peu le comportement de l'Union européenne depuis pratiquement 3 ans, depuis que l'Algérie a manifesté sa volonté de revoir les termes de l'accord en profondeur, je dirais qu'on est dans la tactique aussi. Donc, on verra. On est dans le c'est pas clair, discours. On est dans le discours. On n'est pas sur le plan des opérations. La situation au jour d'aujourd'hui, elle est que l'Union européenne privilégie l'arbitrage. Alors, on est d'accord que ça n'est pas encore dans le cadre d'un arbitrage. On est dans les négociations. Mais la position de l'Union européenne, c'est d'aller à l'arbitrage. Voilà, pour dire les choses telles qu'elles se présentent. Alors que la voie de la discussion, de la négociation, aurait été celle de la raison du moment, qu'il est d'une manière claire. Mais quand l'ambassadeur européen dit qu'il faut le revoir dans sa globalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des négociations quand même? Maintenant, l'Union européenne a des institutions. Des clauses? Il y a des institutions, donc l'avis de l'ambassadeur est important. C'est une réponse à une question qui a été posée dans un contexte particulier, alors que la position officielle actuellement des institutions et des instances qui sont chargées de donner une suite sur la position algérienne, c'est qu'on est dans un stade de pré-conflit, il faut le dire. Maintenant, l'accord est déséquilibré, les choses sont très claires. Si on prend en considération les chiffres, la responsabilité se trouve partagée dans à un certain niveau. Et Quand vous dites à un certain niveau, vous parlez des négociations qui ont précédé l'origine des déséquilibres, parce qu'on est dans une situation où chaque partie rejette la responsabilité sur l'autre, hein. Au-delà des résultats, on a une partie européenne qui présente les choses, que l'Algérie n'a pas été jusqu'au bout en matière de réforme. La règle de 51-49 est venue un petit peu chambouler les choses. On est dans la logique du prétexte, alors que la logique de la construction exige un autre paradigme, celui de prendre en considération les résultats de l'expérience, de faire un diagnostic sérieux et d'aller reconstruire. Mais maintenant, la reconstruction est conditionnée par une vision commune. Est-ce que l'Europe voit en Algérie et par-delà en Afrique le partenaire privilégié pour constituer une région de développement économique basée sur le respect? Car ce n'est pas le même paradigme qui a prévalu lors de la construction de l'accord antérieur. L'Europe d'aujourd'hui n'est plus l'Europe de 2004. L'Europe d'aujourd'hui déjà est en voie d'être repensée. Elle ne sera pas nécessairement celle d'aujourd'hui déjà. Et donc l'environnement, aussi bien géostratégique qu'économique, n'est pas le même aussi bien en Europe qu'en Algérie. Et d'ailleurs, certaines voix posent la question, est-ce que l'Europe existerait d'ici 10 ou 15 ans, ou d'ici 5 ans? L'Europe en tant qu'Union européenne, vous voulez dire? Donc il y a un problème d'existence déjà qui doit être réglé, et de vision commune qui devrait être définitivement réglée. Alors ça rend évidemment la perspective des négociations beaucoup plus compliquée, on l'imagine. Parce qu'il faut imaginer ce qui va se passer dans 15 ans, dans 10-15 ans. Voilà, ça atteste. C'est compliqué. Oui, c'est une preuve objective que les choses doivent être reconstruites en fonction d'une réalité d'aujourd'hui et pas celle du passé. Alors, Gamal Abina, votre sentiment aussi sur ces négociations, est-ce que vous pensez que ça pourrait mieux se passer que ce que pense Mahfoud Kaaoufi, par exemple? Oui, ça doit mieux se passer. Je ne suis pas tellement inquiet sur l'Europe qui se désagrégerait, j'y crois pas du tout. Parce que le seul pays européen qui soit sorti, c'est l'Angleterre, mais ils avaient leur Commonwealth, ils avaient la pound, la livre anglaise, donc ils étaient un petit peu hors de l'Europe dès le départ. Et aujourd'hui, ils regrettent amèrement cette sortie fracassante, parce que finalement, j'étais récemment à Londres, c'est catastrophique. On a un pays qui est quasiment, qui fonctionne plus, qui est au ralenti, avec une paupérisation violente, avec une augmentation de la délinquance. C'est toujours le corollaire de la misère qui s'installe. Mais concernant le rapport avec l'Algérie et l'Europe, effectivement, la négociation s'est faite en 2005 dans des conditions qui étaient compliquées. L'Algérie sortait d'une guerre
difficile, 10 ans d'obscurantisme quasiment, d'une guerre qui était atroce, la décennie noire. L'Algérie devait se reconstruire, on avait perdu quand même énormément d'industrie, 30 milliards de pertes. On avait une industrie à 10% qui est descendue à 2,5%, donc c'est quand même pas rien sur un PIB. Et l'Algérie a toujours eu cette prétention de devenir une grande puissance industrielle. Mais le problème, c'est que de rentrer en Europe, ou pire, de rentrer à l'OMC, ce qui aurait été catastrophique, on a échappé au pire. L'OMC, c'est 2008, je rappelle. Si on avait une intégration bancaire avec les autres banques, on aurait des banques inter aujourd'hui. Donc on a échappé au pire parce qu'il faut préparer des entrées dans ce genre d'instances internationales. Mais la relation d'un bloc européen face à l'Algérie était déséquilibrée dans la mesure où les rapports, finalement, c'est 1 euro algérien, enfin 1 euro vendu par l'Algérie, 14 euros achetés. C'est ça le rapport. Oui. Totalement déséquilibré. La balance commerciale nous est favorable parce qu'on vend beaucoup de gaz et de pétrole, mais elle nous est défavorable en matière de production. Or, hydrocarbures, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que juste une simple pâte à tartiner a été bloquée alors qu'elle commençait à faire un carton en Europe. C'est-à-dire qu'un seul produit manufacturé algérien arrive en Europe et en fait des histoires. Donc c'est vrai que le rapport de renégociation, il vaut pour deux choses. Le président Tebboune avait dit en 2017, pourquoi on achète pour 200 millions de dollars ou je sais pas quoi je crois de chewing-gum. Il a pris des exemples un peu aberrants, il dit on peut les fabriquer sur place. Et il a raison. Les industriels algériens savent faire ça. Ils l'ont montré. On a des produits de belle qualité, mais il faut préserver le tissu industriel algérien qui ne doit pas être envahi par une concurrence déloyale européenne qui surproduit, qui a les capacités donc de vendre des produits à bas coût, parce que la production de masse permet de réduire les coûts, et faire une concurrence déloyale. Donc c'est vrai que la renégociation était obligatoire, nécessaire, on est aux 20 ans, et qu'il faut la faire, mais de façon âpre. Pourquoi ? Parce que, évidemment, que les Européens ont besoin de vendre leurs produits et nous ont inondés de produits, ce qui a effectivement tué le marché local et ce qui a effectivement réduit l'Algérie à un simple grand marché à ciel ouvert. Et de l'autre côté, les Algériens ont besoin de préserver l'industrie et on fait ce travail-là. Tout à l'heure, j'expliquais qu'on avait 400 milliards de PIB. Je précise ma pensée. C'est 400 milliards avec économie informelle estimée. Ça donne à peu près 400 milliards. Mais si on formalise tout ça, on a un PIB qui commence à être conséquent. Mais pour que ce PIB s'accroisse, il faut être capable de pouvoir répondre d'abord au marché local et ensuite espérer avoir les marchés internationaux. Et le problème, c'est quand on va à l'international, les Européens voient un concurrent. Alors, au lieu de penser global, Afrique du Nord solide, avec une Algérie puissante et une Afrique subsaharienne qui devient un marché pour l'Algérie mais aussi pour l'Europe, eh bien ils pensent la concurrence directement au niveau de l'Algérie, c'est-à-dire qu'ils nous bloquent. Donc la négociation est nécessaire, elle doit être entreprise de façon âpre et il doit y avoir une ouverture des marchés européens parce que les produits algériens, pour des raisons normatives, soi-disant, les normes européennes ne sont pas respectées, ne peuvent pas rentrer sur le marché européen, ce qui est inadmissible. Donc on a beaucoup de produits qui sont bloqués, on a moins de mal avec les États-Unis, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le marché de proximité nous est interdit quasiment. Alors, pardon. Zine Chafaoui, qu'est-ce qui doit changer concrètement, selon vous ? Alors, qu'est-ce qui doit changer ? Bon, je reprends un peu ce que viennent de dire mes confrères. C'est que, alors, vous avez un accord d'association qui a été signé en 2002, qui est entré en vigueur en 2005 et qui a été sanctionné en 2020 par une levée des barrières tarifaires. Je parle sous le contrôle de mon ami Mahmoud Kaoubi. Alors, c'est un accord qui a été conclu dans un contexte particulier. Donc d'abord dans un contexte d'euphorie financière, donc on ne se souciait pas trop de savoir combien on allait importer. Nous étions un grand pays importateur. Oui, à l'époque, nous ne produisions pas grand-chose. Donc, mais aujourd'hui, le paradigme a changé. Donc aujourd'hui, l'Algérie est un pays qui ambitionne de ne pas être un pays importateur, mais d'être un pays exportateur. Donc, c'est ça qui a changé. C'est ça le paradigme. Et ça, l'Union européenne a du mal à l'accepter. Parce que, bon, elle a toujours perçu l'Algérie comme un exportateur d'hydrocarbures, mais surtout un marché pour les produits européens. Ils ne s'attendaient pas en 2002, ou bien avant, l'Algérie est liée à l'Union européenne par un autre accord qui date de 73 ou 76. Donc c'était à l'époque la CEE. Donc là on change de paradigme. Donc elle nous a toujours perçus comme un marché qui pouvait lui rapporter entre 40 et 70 milliards de dollars chaque année. Oui. Bon, lorsqu'ils ont vu que l'Algérie commençait à jouer avec les licences d'importation, à limiter les importations, à exiger des taux d'intégration, etc., bon là ça a commencé à déranger. Bon, il est tout à fait normal que ça dérange, mais une chose est certaine, c'est que cet accord est aujourd'hui caractérisé par ce qu'on appelle une asymétrie. Alors, entre 2005, date de la mise en œuvre de l'accord, à 2023, le volume des échanges, c'est presque 1000 milliards
1000 milliards d'euros, 1000 milliards de dollars. Bon, c'est pas très loin, c'est un peu la même chose. Donc, en contrepartie, alors, l'accord d'association... il n'y a pas que le commerce. Algérie, c'est pas que le commerce, c'est la politique, la sécurité, mais c'est aussi l'investissement. Et en termes d'investissement, c'est rien du tout. C'est à peu près 1 milliard de dollars. 1 milliard sur 13 milliards, comme l'avait rappelé d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères. Oui, alors là, il n'est plus possible de fonctionner, de continuer à fonctionner avec un accord qui, en réalité, nous grève nos économies. Voilà. Donc aujourd'hui, il est impossible. Il est important, par exemple, de revoir un certain nombre de quotas. Mais il faut savoir que l'accord d'association Algérie-UE, c'est 110 articles. C'est des clauses. C'est probablement la révision prendra quelques années. Certainement. Quelques années, surtout quand on révise clause par clause. Quelques années, mais une chose est certaine, c'est que la révision de cet accord est importante. Alors, il faut bien qu'on souligne quelque chose. Oui. Je me réfère à l'avant-dernière conférence de presse de M. Attaf, ministre des Affaires étrangères. L'Algérie ne veut pas dénoncer cet accord parce que l'Algérie a réaffirmé fin décembre qu'elle voulait avoir des relations privilégiées avec l'Union européenne. Nous assurons la sécurité énergétique de l'Union européenne. Donc, ils estiment que nous sommes un partenaire important pour la sécurité énergétique, mais en contrepartie, il faut qu'ils acceptent aussi qu'on puisse aussi être autre chose qu'un fournisseur d'énergie. Ouais. Alors, justement, oui, allez-y, D'abord, l'accord, quand on parle de l'accord Algérie-UE, on parle d'accord d'association. Quand on parle d'association, normalement, c'est quelque chose qui est un petit peu supérieur au partenariat. Donc, l'accord, il faut analyser cet accord. C'est un accord de quoi? C'est un accord commercial. C'est un accord de libre-échange. Et justement, l'Algérie a besoin d'accords qui puissent favoriser l'investissement. Bon, littéralement, si vous examinez l'accord, vous allez voir dans le préambule, favoriser l'investissement, etc. Mais tous les juristes savent que la valeur du préambule par rapport à des articles concrets n'a aucune valeur. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait actuellement? Vous savez que l'Algérie déjà a beaucoup avancé en matière d'investissement. On a une loi qui date de 2022 et l'État algérien accorde des privilèges aux investisseurs. Donc, les investisseurs en Algérie, ils viennent du monde entier, ils ne viennent pas uniquement d'Europe. Actuellement, les investisseurs européens sont privilégiés parce que, à la date de l'extinction des incentives, des privilèges qui sont accordés, 5 ans ou 10 ans, ça dépend de la zone où vous investissez, les investisseurs européens gardent l'avantage du démantèlement tarifaire par rapport à d'autres investisseurs du monde entier, je dirais. Et la part du commerce, l'Europe ou des pays européens ne sont plus ce qui a changé, c'est qu'ils ne sont plus notre premier partenaire commercial. Donc, dans cette situation, l'Algérie est en droit d'exiger, comme vous dites, des accompagnements en matière d'investissement. Que ces gens-là s'engagent à terme à investir. Parce que l'investissement, surtout la production, parce que la production, qui dit production, dit transfert de savoir-faire et transfert de technologie. Oui. C'est ce qui était déjà prévu dans le... Voilà. Quand on parle d'équilibre, il faut définir de quel équilibre on parle. L'équilibre juridique, il n'y a pas de problème. L'équilibre juridique pour ce qui est de l'accord. Maintenant, puisque c'est un accord commercial, si on met sur la balance la question des hydrocarbures, eh ben, toute l'équation est faussée. Parce que les hydrocarbures, si pour l'Algérie c'est un acquis... Vous voulez dire qu'il faudrait négocier en dehors des hydrocarbures? Absolument, ce n'est pas des chiffres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Parce que, regardez, les matières énergétiques, pour l'Algérie, c'est un acquis économique. De pouvoir produire d'énergie suffisante, nous avons notre propre marché aussi.
Nous sommes en train de nous industrialiser, notre consommation locale est en train de grimper, et il faudrait pouvoir subvenir mais alors, justement, juste pour avancer... Pardon, je termine. Allez-y, rapidement. Et donc, pour le client, c'est une question stratégique qu'on reçoive donc, pour l'Algérie, ce n'est pas un acquis commercial. C'est-à-dire vendre des matières énergétiques, on peut les vendre à n'importe qui. Hein, on n'a pas de problème pour écouler du pétrole ou du gaz. Donc il faut il y a un effort particulier qui est fait pour assurer la sécurité énergétique de l'Europe. Voilà, il faudrait qu'ils soient conscients de ça. Absolument. Mais peut-être appuyer les éléments importants. Sur la diversification économique. Au lieu de économique. se rejeter la balle qui ne fera pas avancer les choses. Hein, parce que là, on s'intéresse aux symptômes au lieu de s'intéresser aux origines. Donc, tout à l'heure, il y a un mot qui était important, qui a été utilisé, association. Donc, si on veut s'associer, il y a ce qu'on appelle l'affectio societatis, la volonté des deux parties qui est importante. Le reste, ce n'est qu'un habillage de la volonté qui peut être bon ou mauvais, mais qui peut être ajusté. Mais justement, comme le disait Zine Cherfaoui, l'Union européenne n'accepte pas encore cette idée que l'Algérie ne soit plus seulement un marché. Les choses, pourquoi ça fâche la partie algérienne? Parce que la date butoir de 2017 est arrivée pour qu'il y ait un démantèlement tarifaire total. Alors, si on est allé à un démantèlement tarifaire total, c'est la mort de toute l'industrie et de tout le projet qui était déjà dans la difficulté, mais pas que l'industrie, l'agriculture, toute cette volonté de diversifier. Juste pour répondre maintenant, rapidement. C'est très important ce que je veux dire, une minute uniquement. Donc il y a une volonté, il y a un programme, il y a une volonté politique de diversification de l'économie algérienne. L'offre est faite par l'Algérie au partenariat. Et la possibilité de construire des partenariats avec l'Europe est importante. Bassin méditerranéen, rapprochement des marchés, coût d'énergie assez favorable, une infrastructure assez développée en Algérie, une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. Justement, je vais quand même vous poser la question parce que vous allez dans le sens de la question que je voulais poser. Est-ce que, par rapport justement aux avancées dans le secteur industriel, est-ce que l'Algérie part plus avantagée cette fois-ci dans les négociations qu'elle l'était en 2002? Je pense que le projet est porteur. En économie, en mise en cause systématique, le projet, il est là, l'architecture mise en place, elle est très cohérente. Donc, elle est commercialisable, elle est vendeuse. Je pense que là, il y a une possibilité de construire. Faisons-le. Donc, au lieu d'aller vers l'arbitrage, donc le conflit, allons vers la négociation, donc la construction. Donc, vous pensez que l'Union européenne n'ira pas va... Oui, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Non, la position qui a été annoncée... plutôt serein, monsieur. Il y a un climat plutôt serein entre les deux parties pour aller plus vers la négociation que l'arbitrage. En tous les cas, les deux parties, à mon sens, n'ont pas intérêt d'aller au divorce. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on sache, c'est aux experts de le dire, est-ce qu'on veut plus d'Europe? Est-ce qu'on veut moins d'Europe? Quand on veut moins d'Europe, alors on sort du multilatéralisme et on va vers le bilatéral. Ça peut être aussi avantageux. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faudrait juste que les gens chargés de réfléchir le dossier se posent des questions. On est déjà dans la matrice libérale, mais aujourd'hui, il faut qu'on sache, est-ce qu'on veut plus d'Europe dans nos relations internationales ou est-ce qu'on veut moins d'Europe? Quand on veut moins d'Europe, il y a aussi des alternatives à l'Europe. Et elles sont déjà visibles. Il y a beaucoup de pays qui optent pour le bilatéral, ils n'en sont pas morts pour autant. Mais aujourd'hui, c'est l'heure aussi des choix. Mais quel que soit le choix que nous devons faire, il faut que cet espace, ce laps de temps soit mis à profit pour faire peut-être que Mahfoud ne voulait pas en parler tout à l'heure, enfin j'ai essayé de le deviner, mais alors on a signé l'accord en 2002, la mise en œuvre en 2005,
et le démantèlement tarifaire a eu lieu en 2020 ou 2017. 2017. Il devait être en 2017. Reporté Parler des réformes, à vous voulez 2020. parler des réformes. Alors tout ce laps de temps devait servir à l'Algérie pour faire les réformes nécessaires justement pour avoir une économie compétitive. Bon, les conditions ont fait que cela n'a pas été fait, mais aujourd'hui, quelle que soit la décision qui va être prise, quelle que soit l'importance du laps de temps que nous aurons pour renégocier ou pour faire d'autres choix, je ne sais pas, je ne suis pas encore dans le secret des dieux, il faut que notre machine économique soit prête pour le jour J. Et pour que ça soit prêt, il me semble que des consultations avec toutes les entreprises doivent être menées pour connaître au moins les projections des entreprises en termes de production, mais aussi de conquête de marché et d'exportation. Les entreprises algériennes, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Alors justement, pour terminer avec Gamal Abina, on sait que l'Algérie table sur un niveau des exportations hors hydrocarbures à hauteur de 29 milliards de dollars d'ici 2030 et la révision, donc en attendant de la carte du commerce extérieur du pays, en tenant compte donc de l'intérêt national et des défis géopolitiques mondiaux. On parlait justement de partenariat bilatéral ou multilatéral. Comment, selon vous, ce partenariat peut nous y aider, ou cet accord d'association? Ça a été dit à l'instant, c'est soit du bilatéral, soit un accord qui va sur la globalité européenne. J'aurais dire simplement, si on veut exporter beaucoup de produits, il faut être capable de produire d'abord et d'augmenter ses capacités de production industrielle. C'est important parce que je prends l'exemple de cette fameuse pâte à tartiner. Très rapidement, elle a été dépassée par son succès et n'a pas été capable d'approvisionner les marchés extérieurs. Donc c'est vrai que si on veut un rapport sain, d'abord, il faut arrêter de parler de maître à esclave. Je veux dire, le monde est énergie, donc on n'a pas à s'inquiéter. On a besoin d'énergie pour faire fonctionner les entreprises. C'est pas le contraire. Les usines fonctionnent à l'énergie. L'Europe a besoin criant parce qu'avec la crise ukrainienne évidemment et russe, ils ont une perte énergétique et il se trouve que l'Italie, très pragmatique, a immédiatement tendu la main à l'Algérie pour avoir une augmentation considérable de l'alimentation en gaz. Que l'Espagne, pareil, il y a eu une petite brouille, mais ça s'est calmé rapidement. Et aujourd'hui, on est redevenu de très bons partenaires. Le partenariat individuel fonctionne bien. On a plus de mal avec la France qui a besoin d'énergie algérienne. Contrairement à l'idée reçue, les 14%, je pense qu'ils sont beaucoup plus importants en gaz. Mais il n'en demeure pas moins que même si vous perdez 5% de cette énergie, il faut la compenser. Et compenser, c'est une perte, effectivement, de compétitivité. Donc, tout à l'heure, on parlait d'avantages comparatifs. Ce qui est très étonnant, c'est de voir que l'Algérie, qui a des coûts de main-d'œuvre très bas, on est un des plus bas d'Afrique du Nord, qui a une énergie abondante et pas chère, qui a une surface industrielle importante avec tout un tas de parcs industriels qui ont été développés, qui a de lourdes infrastructures très bien organisées maintenant et qui sont modernisées, se retrouve dans une situation où elle n'est pas capable, soi-disant, de vendre des produits manufacturés qui sont moins chers. Moi, j'ai vu ce que je voyais au magasin en Algérie. Je vois d'ailleurs, je félicite les industriels algériens parce que 95%, j'étais dans une enseigne connue en Algérie, de ce qui est vendu dans les magasins algériens sont des produits algériens. Oui. Voilà, je sais pas comment on peut le traduire, mais c'est une fierté. Ça, vous arrivez chez vous et vous voyez des produits de chez vous. Donc c'est quand même une belle victoire. L'Algérie est un espoir industriel qui est le meilleur espoir du monde arabe aujourd'hui et de l'Afrique du Nord, mais il faut le lancer sur les marchés internationaux. C'est-à-dire que se contenter de marchés locaux n'est pas possible. Et pour y parvenir, il faut renégocier les accords. Parce que l'Union européenne avait promis beaucoup de choses dans ces accords. Elle avait promis les investissements de masse, les IDE. On les a pas vus. Une moyenne à $1 milliard par an, c'est marginal. Elle avait promis effectivement la facilitation des marchés intérieurs, de pouvoir exporter les produits algériens qui n'ont pas été exportés ou très peu, parce que des questions normatives ont été mises en place, la norme européenne. Elle avait promis monts et merveilles. Je prends l'exemple le plus criant et le plus odieux, cette fameuse usine de montage Renault, qui devait faire un taux d'intégration de 3% au départ, n'est même pas parvenu à faire ce taux d'intégration, ce qui fait qu'au lieu de créer 100 000 emplois avec l'écosystème qui va autour, on a eu 1200 emplois, ce qui était vraiment à la marge. Bien tout cela, évidemment, c'est de bonne guerre de la part des Européens. Ils ne veulent pas de concurrents. Ils veulent vendre leurs produits sans être inquiétés. Mais aujourd'hui, la donne a changé, ça a été dit, le paradigme a changé. L'Algérie est passée du stade pré-industriel à l'industrialisation de produits de base. Je vous parle d'industrie, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans l'électroménager. On est placé, et bien placé. Maintenant, il faut effectivement non seulement faire barrage à des produits qui vont inonder le marché, mais conquérir les marchés européens, comme je le disais, qui sont des marchés de proximité. Et rien ne l'interdit si les dirigeants ont effectivement la clairvoyance de bien négocier cet accord et de bien renégocier cet accord d'association qui, je le rappelle, associé, ça veut dire qu'on gagne tous les deux. C'est pas un gagnant, un perdant. Tout à fait. Gamal Abina, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Merci à vous, Zine Cherfaoui. Vous êtes également journaliste consultant à Ifriqiya FM. Mahmoud Kabi, je vous remercie aussi d'avoir été parmi nous, analyste économique et financier. Et Mohamed Saïd Benazouz, politologue, spécialiste des questions sécuritaires. Merci à vous également. Et merci à vous de nous avoir suivis, comme d'habitude, sur Canal Algérie. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et à bientôt.